Dans le contexte actuel où de nombreux salariés et chefs d'entreprise ont vu s'effondrer leur activité, la reconversion professionnelle peut être une opportunité pour rebondir et retrouver de la stabilité. Ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. Entre la crise du nickel et les événements du 13 mai, le tissu économique de la Nouvelle-Calédonie a été profondément bouleversé. Pour les nombreux salariés et travailleurs indépendants qui ont perdu leur emploi, se réorienter vers une nouvelle carrière est devenu une nécessité. Comment se réinventer professionnellement? Quelles opportunités, quels accompagnements existent alors au pays pour aider cette transition? Pour en parler, je reçois ce soir Ségolène Thomas. Vous êtes la directrice de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, qui finance et accompagne les entrepreneurs dans la création et le développement de leur activité. Et à vos côtés, Philippe Martin, directeur de la DTEFP, la Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Bonsoir et Bonsoir. merci à tous les deux d'être là ce soir. Bonsoir. Puis au cours de l'émission, nous aurons la chronique juridique de Julie. Elle nous explique aujourd'hui que faire en cas de dommages et intérêts non versés. Je me tourne vers vous, Philippe Martin. Depuis le début de la crise, donc crise du nickel, crise du 13 mai, à la DTFP, vous devez avoir une vision chiffrée de la situation. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'état actuel du marché de l'emploi en Alors, Nouvelle-Calédonie? bien sûr, quelques chiffres clés, hein. Si on prend l'offre d'emploi, c'est-à-dire toutes les offres qui sont déposées dans les services de placement, si on prend en comparaison le mois d'août 2024 par rapport au mois d'août 2023, on a perdu 52% d'offres. Ok. Et en ce qui concerne les demandeurs d'emploi, au contraire, on a augmenté de 32% le nombre de demandeurs d'emploi sur la même période de référence. Donc ça donne une idée, hein, des volumes que ça représente. Oui. Et aujourd'hui, en ce qui concerne les différents dispositifs de chômage, Mhm. donc partiel ou total, il y a près de 29 000 salariés ou ex-salariés qui sont concernés par une mesure de chômage, 20 000 qui sont en chômage partiel qu'on appelle exaction, hein, qui est lié aux événements Mhm. du 13 mai, et on a près de 6 000 personnes qui sont aujourd'hui Chômage en total. chômage total de droit commun, donc, Mhm. et non pas chômage total exaction. Donc voilà, donc 28 000 personnes qui sont concernées par un dispositif de chômage, c'est presque plus de 40% du nombre de salariés en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est quand même considérable. Ségolène Thomas, est-ce que vous avez observé à l'ADI une augmentation des demandes de microcrédit ou alors de soutien de la part des entrepreneurs que vous suivez qui pourraient être en difficulté? Alors nous, à l'ADI, en général et en moyenne, on est à peu près sur 1000 porteurs de projets accompagnés et financés par an. Mhm. On est présent depuis 25 ans, donc voilà, c'est une moyenne et une tendance qu'on ressent. Cette année, c'est vrai qu'avec les mois de mai, juin et finalement jusqu'à début juillet, on a eu un tassement de notre activité. On a accompagné, on a financé moins de personnes pour la relance ou pour le démarrage d'une activité. Aujourd'hui, la tendance, elle commence à s'inverser, et notamment depuis le mois de juillet où nos équipes ont pu retourner sur le terrain. Ce qu'on accompagne, c'est des toutes petites activités, des activités en création ou des activités souvent individuelles. Mhm. Et on remarque que depuis le mois de juillet, on augmente de manière très significative. On est à peu près à 60 porteurs de projets accompagnés par mois. Et les chiffres vont en augmentant dès lors qu'on est en capacité d'être sur le terrain pour aller les chercher. Alors, selon donc les chiffres que vous avez cités, les chiffres de l'ISEE et de la CAFAT aussi, à cela s'ajoutent les 910 travailleurs indépendants à peu près qui ont perdu aussi leur activité. Est-ce que vous voyez apparaître de nouveaux profils justement à ces demandeurs d'emploi? Alors, il n'y a pas de profil particulier aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui ont perdu leur emploi ne Mhm. vont pas pointer nécessairement dans les services de placement. D'accord. Ce qui représente une vraie difficulté à plusieurs égards, et particulièrement justement pour avoir une vision claire de la typologie Mhm. des personnes qui cherchent un emploi. Donc, si j'ai un conseil à donner ou une demande à faire aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui ont perdu leur emploi s'inscrivent comme demandeurs d'emploi pour qu'on puisse, nous, apprécier de manière plus fine la réalité de ces nouveaux demandeurs. Ce qui est certain, c'est que la crise et la mise au chômage touche davantage les personnes qui sont faiblement qualifiées, pas ou peu qualifiées. Donc ça, c'est vraiment Mhm. un effectif important. C'est moins vrai pour les personnes qui sont qualifiées ou qui sont cadres intermédiaires ou cadres, mais ça se produit aussi. Simplement, ces personnes ne se font pas nécessairement connaître auprès des services de placement D'accord. et recherchent par leurs propres moyens soit une reconversion, soit un nouvel emploi. Mhm. Est-ce qu'il y a des compétences qui sont assez spécifiques et qui sont justement difficiles à transposer dans un autre emploi, par exemple? Je pense particulièrement au secteur nickel.
Alors, tout dépend de ce que vous entendez par le secteur nickel, mais par exemple, toutes les personnes qui travaillaient dans le domaine de la maintenance, des installations, il y a toujours une demande forte, alors moins élevée que l'an dernier, mais si on regarde les métiers qui sont recherchés dans les offres d'emploi, la maintenance continue à être un secteur recherché par les entreprises. Donc, il y a quand même certainement plus de facilité aujourd'hui à retrouver un emploi dans ce domaine que dans le domaine du BTP, où là, le nombre d'offres est faible et le nombre de demandeurs est élevé. D'accord. Ségolène Thomas, même question. Est-ce que vous voyez apparaître de nouveaux profils parmi ceux qui font appel à l'ADI ? Alors nous, sur les personnes qu'on accompagne, sur la création et le développement d'activités, ce sont des personnes qui ont besoin de capital, mais qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc on retrouve aussi bien des personnes qui sont notre public cible, donc des personnes qui portent un projet ou une petite activité génératrice de revenus et donc qui font appel à nos services. Mais on retrouve petit à petit et de plus en plus depuis les derniers mois des personnes qui auparavant auraient pu se tourner vers d'autres institutions bancaires ou d'autres partenaires, mais qui aujourd'hui se retrouvent coincés sur l'accès au capital et c'est souvent donc vers l'ADI qui sont amenés à se retourner. On a aussi beaucoup de personnes dans le cadre d'une reconversion professionnelle qui ont perdu un emploi et qui pour des questions financières et où parce que on va dire ça peut représenter aussi pour eux ça catalyse des opportunités de se dire tiens je vais me mettre à mon compte plutôt que de rester donc dans l'attente. Salariés qui se décident. Et donc exactement d'anciens salariés qui se disent je passe le cap, j'y vais. Et donc c'est des personnes aussi qu'on est amené à rencontrer sur l'ensemble du territoire. Et comment se passe la transition entre salariat et entrepreneuriat ? Peut-être aussi justement d'anciens employés de KNS, par exemple ? Oui, bien sûr. On est intervenu sur l'ensemble des cellules de reclassement pour pouvoir conseiller, en tout cas renseigner les personnes qui allaient faire l'objet des différentes mesures de licenciement collectif. Donc parmi eux, certains avaient déjà une activité entrepreneuriale en parallèle de leur activité salariée. D'autres, ils voient l'opportunité parce que ça répondrait à un besoin sur le territoire où ils habitent, donc à la tribu ou à la ville ou même sur les îles Loyauté, si on sort du cadre du secteur minier. Et aujourd'hui, c'est sur ces reconversions, en tout cas, qu'on est amené, nous, à pouvoir intervenir totalement ou partiellement grâce à la création d'entreprises. Alors, face à ces suppressions d'emplois, il y a quand même aussi des entreprises qui embauchent. Quelles sont les opportunités d'emploi justement pour les gens qui souhaitent réintégrer le marché du travail ? Alors, les opportunités d'emploi, il y a 3 secteurs qui embauchent toujours. Donc, c'est ce qu'on appelle le support à l'entreprise de manière générale. L'installation et la maintenance, dont j'ai parlé tout à l'heure, et un secteur qui, lui, est un secteur un peu attrape-tout, c'est commerce, vente et distribution. Donc, c'est très vague, ça recouvre plusieurs réalités. Alors oui, est-ce qu'on peut aller dans le détail ? Ça veut dire quoi, par exemple, déjà support à l'entreprise ? Support à l'entreprise, c'est tout ce qui concerne les activités qui viennent compléter l'activité principale de l'entreprise. Ça peut être la comptabilité, ça peut être la RH, ça peut être les aspects juridiques. Donc ça, Et sur le commerce, vente et distribution, vous avez aussi bien des métiers liés à la grande distribution, comme des métiers liés à la vente automobile. Donc c'est très varié, en fait. Mais en tout cas, ce sont les 3 secteurs principaux dans lesquels les offres d'emploi sont déposées aujourd'hui dans les services de placement. À quel type de difficultés les entrepreneurs que vous suiviez déjà avant la crise sont-ils confrontés aujourd'hui ? Alors, je dirais c'est souvent le même problème, c'est la question du financement, du capital. On a mené des entretiens diagnostiques de manière assez massive pendant toute la période des émeutes et à l'issue des mois qui ont suivi. Pour des activités au démarrage, c'est d'avoir accès au capital, au-delà de l'envie d'entreprendre pour la majorité d'entre elles. Et puis, il y a aussi pour celles qui veulent redémarrer et qui vont devoir se réinventer la plupart du temps parce que changement de clientèle, changement de fournisseur, des fois changement de mode de distribution de leurs produits ou services. Donc, c'est souvent la question et la problématique d'accéder au capital. Ok. Et quel genre de nouveaux projets est-ce que vous financez ? Alors, il y en aurait beaucoup qu'on pourrait Est-ce citer. qu'il y a, par exemple, un domaine d'activité qui se dégage particulièrement parmi les projets qui vous sont proposés ces derniers temps ? C'est vrai qu'historiquement, et donc ça c'est venu à être exacerbé avec la crise, mais on intervient donc sur les 2 tiers de notre activité en terre coutumière et principalement sur des secteurs primaires, donc agriculture, pêche. Okay. Donc forcément, on a aussi beaucoup de demandes qui touchent et concernent ces secteurs-là, avec toujours le même point d'entrée, qui est celui de l'accès au capital, investir dans du matériel et puis après, derrière, être accompagné, parce que ça, c'est vraiment la partie importante au-delà du capital, sur les démarches à entreprendre pour formaliser, développer, structurer son activité.
La reconversion professionnelle, hein, c'est une alternative pour justement espérer réintégrer le marché de l'emploi. Philippe Martin, est-ce que vous savez si d'autres demandeurs d'emploi choisissent cette voie-là, justement, de reconversion professionnelle? Alors oui, bien sûr, Mhm. c'est une des possibilités, hein. Si on vient d'un secteur qui est sinistré et sur lequel les perspectives de redémarrage ou d'embauche sont relativement faibles, évidemment, on est tenté de se réorienter Mhm. vers des secteurs qui sont plus porteurs. Il y en a un, évidemment, aujourd'hui, auquel tout le monde pense, c'est celui de la sécurité privée, vu les circonstances, qui est quand même un secteur qui est porteur et qui peut justement, il faut évidemment une formation, une qualification, Oui. mais ça permet, ce sont des métiers qui ne nécessitent pas un niveau de qualification extrêmement élevé, et donc ils peuvent servir aussi d'amortisseurs, hein. Donc évidemment qu'on a des profils de reconversion. La difficulté ensuite, c'est de trouver le bon vecteur de Mhm. reconversion, c'est-à-dire quel dispositif on mobilise pour procéder à cette reconversion. Si on est ex-salarié, évidemment, il y a des dispositifs au niveau des services de placement, au niveau des provinces, qui existent, qui sont davantage tournés vers l'adaptation à l'emploi, mais qui peuvent aussi entamer, en tout cas permettre d'entamer un processus de reconversion. Et puis après, tout dépend de ce qu'on vise. C'est-à-dire, est-ce qu'on vise une nouvelle qualification, c'est-à-dire une nouvelle certification, auquel cas ce sont des dispositifs de formation qui sont en général relativement longs, Mhm. donc de plusieurs mois, hein, D'accord. pour avoir vraiment une nouvelle compétence ou une nouvelle qualification. Ça peut être également, quand vous êtes dans des domaines qui sont connexes au celui dans lequel vous étiez, des adaptations, c'est-à-dire des compétences spécifiques, hein, sur des modules de formation courts qui vous permettent de faire la différence Mhm. et de rebondir sur d'autres activités. Beaucoup de dispositifs existent, on ne va pas en parler, c'est un peu long, mais en tout cas, les personnes peuvent se renseigner auprès de la DTEFP. Beaucoup de dispositifs existent. Après, c'est la possibilité que nous avons de mobiliser ces dispositifs, c'est-à-dire en fait le coût, hein, que ça représente. Mais en Nouvelle-Calédonie, il y a vraiment Oui. un nombre de dispositifs suffisant. Et puis on Pour a, répondre à mais là c'est à plus long cours, on a la possibilité de valider les acquis de l'expérience. Oui. Donc, Mais mais on va y venir voilà. un peu plus tard. Mais c'est plus compliqué. D'accord. Ségolène Thomas, en quoi l'ADI peut-elle être une solution justement en cette période d'instabilité économique? Je pense qu'aujourd'hui, et ça, c'est pas nous qui le disons, on l'a mené avec le soutien de l'AFD, une étude en 2022 au sein d'un panel représentatif de la société calédonienne. Il y a en Calédonie une envie d'entreprendre, un terreau extraordinaire d'initiatives. Aujourd'hui, l'ADI, ce qu'elle peut faire, c'est l'accompagner. Alors avec ces outils qui sont celui du financement avec le microcrédit et l'accompagnement qui va de pair, qui est intimement associé. Donc aujourd'hui, là où nous, on intervient, et comme on le fait depuis 25 ans, c'est dans l'émergence de ces talents qui s'expriment sur des activités entrepreneuriales pour leur permettre de dépasser, au-delà de l'envie d'entreprendre, le frein qui est celui de l'accès au capital. Oui. C'est ça le microcrédit, c'est faire crédit, c'est faire confiance. Donc faire confiance aux personnes qui ont un projet de création d'entreprise pour leur permettre de démarrer une activité dans des bonnes conditions. Et l'accompagnement, je reviens aussi là-dessus parce que c'est au-delà du capital, c'est central, c'est faire en sorte qu'ils soient outillés. Et effectivement, pour le passage d'une personne qui était issue du salariat, de basculer sur l'entrepreneuriat, c'est pas les mêmes métiers, ça c'est pas forcément inné. Néanmoins, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des centaines de diplômes, du réseau, des ressources financières à tout va. Il faut bien se faire entourer. Et donc, on essaie d'être présent en tout cas sur ce niveau-là. Alors pour revenir sur le microcrédit, comment ça fonctionne en fait? Quel est le principe? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? C'est tout type de projet. Donc, à quelle hauteur? Alors on finance aujourd'hui jusqu'à 1,7 million. Okay. Donc ça permet, 1,7 million, c'est vraiment le plafond auquel on a le droit d'octroyer des prêts. En moyenne, on est sur des montants bien plus faibles. On est à peu près à 560 000 francs de prêts moyens chaque année. Okay. Donc c'est vraiment, finalement, ça démontre bien qu'avec des petits montants, on peut faire aussi des grandes choses. Et donc on prête cet argent, c'est sur des durées de remboursement qui vont jusqu'à 48 mois. Dans le cadre de la crise, on a mis en place, avec le soutien du ministère de l'Outre-mer, des dispositifs de prêt d'honneur. Donc ça permet, en plus du microcrédit, d'avoir des remboursements avec un différé important, ce qui permet vraiment de répondre à cette difficulté qui est d'avoir de la trésorerie au démarrage sans se retrouver à devoir payer des montants trop importants sur les premiers mois de relance d'activité. Donc ça, c'est vraiment un dispositif utile et facilitateur pour lever les freins à la création. On a aussi évidemment des partenariats qui nous permettent de valoriser l'entrepreneuriat chez les jeunes, avec des primes pour les jeunes de moins de 30 ans, d'inciter aussi de manière plus inclusive la transition écologique des petites activités, notamment avec un fonds
que nous a mis à disposition la CE et l'ADEME. Donc voilà, on a des leviers aujourd'hui financiers qui permettent, pour une activité qui démarre, d'avoir le capital. Et puis après, en fonction des besoins, on peut accompagner pour bien démarrer. Philippe Martin, on l'a dit, donc il n'y a pas que l'entrepreneuriat justement pour rebondir. Vous parliez justement de l'accès à la formation qui peut ouvrir des portes, donc à la DTEFP. Est-ce que vous proposez, c'est ce que vous proposez en fait, des formations? Alors, on a une programmation de la formation annuelle, hein, donc là, on est en fin d'année 2024, et donc on prépare la programmation 2025. Et effectivement, on aura à la fois une offre de formation diplômante, donc des formations qui amènent vraiment à une certification reconnue, à un diplôme, mais on va également mettre en place des modules de formation pour permettre justement, quand les domaines sont proches, une transition plus facile et qui ne nécessite pas un investissement de plusieurs mois dans l'action de formation, dans le suivi de l'action de formation. Il nous paraît important d'être réactif et d'avoir des dispositifs de plus courte durée. La difficulté étant de bien repérer d'ici la fin de l'année ce qu'en 2025 le tissu économique demandera comme compétences et dans quel domaine. Ça représente un catalogue de combien de formations Alors, à peu près? on a si on prend les formations en formation professionnelle continue classique, on a entre 15 et 20 actions de formation par an, dans des domaines extrêmement variés, hein, qui vont du santé sociale jusqu'à la mine métallurgie. Et on a également une offre de formation en alternance, avec les centres de formation par alternance, qui là concerne presque une soixantaine de sections différentes, soit par la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat ou la Chambre d'agriculture. D'accord. Il y a aussi des dispositifs qui existent, des dispositifs d'accompagnement, vous le disiez tout à l'heure, pour valoriser des compétences acquises par l'expérience. Tout à fait. Ou encore pour envisager une complète reconversion. Donc ça, ce sont des dispositifs qui sont portés par des organismes provinciaux ou alors par les chambres consulaires? Alors la VAE, si on parle de la validation des acquis d'expérience, c'est un dispositif qui est porté par la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est extrêmement intéressant parce que ça permet vraiment de valoriser ce que vous avez acquis sans même parfois vous en rendre compte. Hein. On a des gens qui se découvrent des compétences qu'ils n'avaient même pas soupçonnées. Donc par contre, c'est un parcours qui en général est assez long, plusieurs mois. Et avec une rigueur méthodologique qui peut en rebuter plus d'un, puisque de manière générale, c'est un recours à l'écrit. C'est-à-dire que vous faites un dossier dans lequel vous décrivez l'adéquation entre les compétences que vous avez et celles qui sont attendues par le diplôme. Donc ça peut rebuter une partie de la population qui n'est pas à l'aise avec cette rigueur et ce recours systématique à l'écrit et non pas au faire, hein, à l'expérimentation. Voilà, donc c'est une voie qui n'est pas une panacée, bien évidemment. D'accord. Vous travaillez en tout cas de concert pour élaborer tous ces types d'accompagnement, tout comme l'a dit, vous le disiez aussi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des formations qui sont proposées aussi également aux entrepreneurs? Là, ça va être plus avec la CCI, mais en tout cas, vous réorientez les entrepreneurs que vous suivez, c'est comme ça que ça se passe? On a un tissu partenarial qui est indispensable parce qu'on ne peut pas faire tout nous-mêmes. On ne peut pas prétendre être des experts sur tous les volets qui sont extrêmement diversifiés de ce qu'on attend et ce qu'on doit faire quand on entreprend. Donc évidemment, on travaille de concert avec les chambres consulaires, on travaille avec aussi des partenaires associatifs de proximité dans les quartiers, dans les tribus, où la diversité du monde associatif permet aussi de pallier au manque en matière d'accompagnement auquel on peut être confronté. Et puis évidemment, on travaille dès lors que c'est possible, et c'est quand même très souvent le cas avec les services provinciaux, en province sud, en province nord, en province des îles, sur les métiers techniques. Et je pense notamment au secteur agricole ou la pêche, où ils ont des techniciens qui nous aident à mieux conseiller et mieux accompagner nos clients. Alors, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de discuter avec une ancienne employée de KNS qui, après avoir perdu son emploi, a décidé de lancer sa société de remorquage. Elle a donc fait appel à l'ADI. Elle m'a indiqué sa grande difficulté à trouver une assurance pour son business, pour sa remorque, un problème auquel d'autres personnes de son entourage sont confrontées. Est-ce qu'il existe des solutions que vous proposez pour justement répondre à ce genre de problématiques spécifiques? Alors effectivement, c'est une vraie difficulté parce qu'on est sur des petites activités qui au démarrage ont beaucoup de mal à trouver assureurs à leur taille, on va dire. L'ADI, sur d'autres territoires, notamment dans l'Hexagone ou sur d'autres territoires ultramarins, propose des solutions de micro-assurance, justement pour des activités de transport ou des activités qui ont lieu dans des locaux commerciaux. Aujourd'hui, c'est un chantier qui est en cours et qu'on ne cessera de poursuivre, malgré les difficultés que rencontre le territoire en matière d'assurance aujourd'hui, mais qu'en tout cas qu'on essaiera de promouvoir, parce qu'aujourd'hui, le droit à l'assurance, alors c'en est pas un, et pourtant on voit bien que
même si elles n'étaient pas forcément nombreuses, les entreprises, et heureusement, qui ont subi des dommages au niveau des clients que nous, on accompagne parce que très peu possédaient des locaux. Aujourd'hui, sur des activités comme celle que vous mentionnez de Miranda, c'est une nécessité, évidemment, d'avoir une assurance, mais que ce soit l'accès ou le coût, souvent, c'est complètement déconnecté de la capacité que ces petites entreprises ont au démarrage pour assurer leur travail. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Un frein. Au-delà de la formation, comment la DTEFP s'adapte-t-elle à ces nouveaux profils dont on parlait tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques qui sont mis en place justement pour répondre aux besoins de ces catégories de travailleurs qui sont déjà autonomes, déjà expérimentés, qui cherchent par eux-mêmes? Alors, c'est pas, cette catégorie n'est pas la principale cible de la politique publique du gouvernement en matière de formation professionnelle. Notre cible essentielle, ce sont les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc, néanmoins, il n'est pas question d'exclure les personnes qui sont à l'autre bout du spectre. Et là, nous avons des dispositifs qui sont individualisés. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui sont peu nombreuses sur des métiers de niche, la plupart du temps. Mais on a également une offre de formation qui est celle de l'État pour des personnes qui visent des diplômes un peu moins élevés, niveau bac, bac plus 2, qui relèvent de la commande publique de l'État, que l'État passe auprès d'un opérateur de formation qui est l'AFPA. Et nous avons la possibilité de mobiliser ces dispositifs à n'importe quel moment, tout au long de l'année. Donc nous envoyons chaque année entre 50 et 80 personnes, 70 personnes, pas 80, sur ce dispositif. Donc on a à la fois le traitement des personnes les plus éloignées, mais également nous contribuons à la formation des personnes qui visent des diplômes ou des certifications très spécifiques. Alors, le temps nous manque, on approche du terme de cette émission. Avant ça, je vous propose de retrouver Julie Beroy pour sa chronique juridique. Ça vous arrive d'avoir obtenu des dommages et intérêts jamais versés. Les dommages et intérêts sont des sommes que l'auteur d'une infraction doit verser à la partie civile, c'est-à-dire la victime, pour les préjudices matériels, moraux ou physiques qu'elle a subis. Ils sont fixés lors d'une audience pénale par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou par la cour d'assises. En principe, la personne condamnée doit verser volontairement les dommages-intérêts à la victime. Si elle ne fait pas, la victime a le choix soit de saisir un huissier. Les frais d'huissier sont à sa charge, sauf si elle a droit à l'aide judiciaire. Et si l'auteur est insolvable, l'huissier ne pourra pas exécuter la décision, c'est-à-dire récupérer les dommages et intérêts. La victime a également le choix de saisir un fonds de garantie qui indemnisera à la place de l'auteur, versera les dommages et intérêts à la victime, et ce, principalement de manière gratuite. Il existe 3 fonds de garantie. Les infractions les plus graves, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la CIVI. Pour les autres infractions, le SARVI, le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions. Pour les accidents de la circulation, lorsque la voiture n'est pas assurée ou que l'assurance n'intervient pas, le fonds de garantie des assurances obligatoires. Ces 3 fonds de garantie ont leur propre procédure et leur propre délai pour les saisir. Alors, dès que la décision de justice est rendue, renseignez-vous pour obtenir le versement des dommages et intérêts et connaître la procédure. Merci. Et toutes les infos relatives aux chroniques de Julie, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Philippe Martin, à quelle projection est-ce qu'on peut s'attendre pour les mois à venir là? Mon Dieu, je serais un homme heureux si j'étais capable de vous le dire. En tout cas, il est certain que la reprise n'est pas là pour l'instant. Oui. Mais il y a des domaines qui vont, en tout cas des secteurs d'activité qui vont reprendre, sur la démolition par exemple, la reconstruction. Donc, et si on fait le lien avec le plan du gouvernement sur la sauvegarde, la reconstruction et la refondation, je pense que raisonnablement, la situation va commencer à s'améliorer à partir de février-mars 2025. Aujourd'hui, on est plutôt à l'étiage, en fait. D'accord. Ségolène Thomas, quel conseil est-ce que vous donneriez aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat dans un contexte économique assez incertain aujourd'hui? Le conseil que je donnerais, c'est que, alors là on parle de reconversion, donc se reconvertir ou tout simplement se lancer dans l'entrepreneuriat sans risquer d'être naïf, c'est exercer son droit de choisir aussi sa vie, de rebondir, de se réinventer. Les crises, et c'est sûr que c'est un contexte extrêmement malheureux et difficile, mais c'est aussi des périodes qui catalysent en fait ces initiatives par défaut, par opportunité. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'oser, de bien s'entourer. Il y a des structures au-delà du financement qui existent. C'est le cas de l'ADI, puisque je représente aujourd'hui, mais c'est le cas d'initiatives, c'est le cas aussi de beaucoup d'autres acteurs dont on parlait, associatifs,
pour le financement de ces initiatives économiques. Donc bien s'entourer, oser, et puis bien s'organiser pour que ça soit une vraie manière de s'inscrire dans le développement économique de son pays. C'est sur ces mots que se referme notre émission. Merci beaucoup à mes invités, Ségolène Thomas, directrice de l'ADI, et Philippe Martin, directeur de la DTEFP, d'avoir été présents sur le plateau Ça vous parle ce soir. Merci à vous également de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Calédonia.